Avant même que vous n'ouvriez les yeux le matin, votre corps a déjà commencé à prendre des décisions. Pas des décisions conscientes, des décisions biologiques. Dans les moments de calme entre le sommeil et le réveil, un ensemble de signaux internes commence à changer. Les hormones commencent à augmenter. Les systèmes énergétiques commencent à s'activer. Votre corps se prépare pour la journée à venir. Et caché au sein de ce processus se trouve quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais. Jamais. Votre corps décide de la manière dont il va utiliser son énergie stockée. Mais l'énergie qu'il peut cibler en premier n'est pas la graisse molle que vous pouvez pincer sous votre peau. C'est un type de graisse différent, un type plus profond. Cette graisse se trouve hors de vue, enveloppée autour de certains des organes les plus importants de votre corps, autour de votre foie, autour de votre cœur, autour de votre pancréas. Vous ne pouvez pas la voir dans le miroir et vous ne pouvez pas la saisir avec vos doigts. Pourtant, elle joue un rôle puissant dans votre santé. Les chercheurs l'appellent la graisse viscérale. Et contrairement à la graisse située juste sous la peau, ce type de graisse se comporte très différemment à l'intérieur du corps. Elle est étroitement liée à des conditions telles que les maladies cardiaques, le diabète de type 2, l'inflammation chronique et toute une gamme de troubles métaboliques qui se développent lentement au fil du temps. Ce qui rend cela encore plus surprenant, c'est que beaucoup de personnes qui portent cette graisse n'ont pas l'air en mauvaise santé du tout. Certaines paraissent minces, certaines font de l'exercice régulièrement. Pourtant, cette graisse cachée peut toujours être présente, influençant discrètement le fonctionnement du corps. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Dans les premières minutes après le réveil, de petites habitudes peuvent déterminer si votre corps commence à accéder à cette énergie stockée ou s'il continue à la protéger. La différence dépend souvent de ce que vous faites ensuite. La vraie question est donc la suivante. Lorsque vous vous réveillez chaque matin, déclenchez-vous sans le savoir un processus qui aide votre corps à brûler cette graisse abdominale profonde? Ou fermez-vous cette opportunité avant même que la journée n'ait commencé? Voici la partie que la plupart des gens comprennent mal. Pendant des années, on nous a raconté une histoire très simple sur la graisse abdominale. Mangez moins, bougez plus, brûlez plus de calories que vous n'en consommez. Et si la graisse est toujours là, l'explication est généralement la même. Pas assez de discipline. Pas assez de régularité, pas assez d'efforts. Mais quand on regarde de plus près ce qui se passe réellement dans le corps, cette explication commence à s'effondrer. Vous pouvez le voir dans la vie réelle. Quelqu'un perd 10 livres. Son visage s'affine. Ses bras paraissent plus minces. Ses vêtements lui vont différemment. Pourtant, la zone autour de l'estomac change à peine. Ils perdent 20 livres. Toujours le même problème. Parfois, même après une perte de poids de 30 livres, le ventre semble obstinément inchangé. À ce stade, beaucoup de gens supposent que quelque chose ne va pas avec leur métabolisme, ou leur génétique, ou leurs hormones, mais dans de nombreux cas, aucune de ces explications n'est la véritable raison. L'explication plus profonde réside dans la manière dont le corps catégorise les différents types de graisses. Toutes les graisses ne sont pas traitées de la même manière. La graisse qui se trouve juste sous la peau est appelée graisse sous-cutanée. C'est la couche molle que vous pouvez pincer avec vos doigts. Elle bouge quand vous marchez. Elle se déplace quand vous appuyez dessus. Votre corps est relativement disposé à utiliser cette graisse lorsque de l'énergie est nécessaire. Mais la graisse stockée plus profondément dans l'abdomen est différente. Cette graisse se trouve à proximité d'organes vitaux et est reliée à un réseau dense de vaisseaux sanguins. Du point de vue du corps, il ne s'agit pas simplement d'un surplus de poids. C'est une réserve d'énergie stratégique. Parce que de cela, le corps la protège de manière beaucoup plus agressive. Lorsque vous réduisez les calories ou augmentez l'exercice,
votre corps libère souvent de l'énergie provenant d'autres zones en premier. Votre visage, vos bras, vos jambes. Pendant ce temps, cette graisse plus profonde peut rester largement intacte. Et une fois que vous avez compris cela, quelque chose d'important change. Le problème n'est pas que votre corps travaille contre vous. À bien des égards, il fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Il protège ce qu'il croit être une réserve de survie importante. Maintenant, voici où l'histoire devient encore plus surprenante. La plupart des gens voient de la graisse corporelle comme quelque chose de passif. Juste de l'énergie stockée qui attend d'être brûlée lorsque les calories viennent à manquer. Mais la graisse viscérale ne se comporte pas de cette façon. En fait, les scientifiques comprennent maintenant que ce type de graisse se comporte beaucoup plus comme un organe biologique. Elle est active, elle se déquivasse, elle communique. Elle envoie constamment des signaux chimiques dans tout le corps. Les cellules à l'intérieur de la graisse viscérale libèrent des substances qui voyagent dans la circulation sanguine et interagissent avec les principaux systèmes qui contrôlent le métabolisme. Elles influencent la manière dont votre foie traite les nutriments. Elles affectent la manière dont votre pancréas régule l'insuline. Elles envoient des signaux qui peuvent même modifier les niveaux d'inflammation dans l'ensemble du corps. Au fil du temps, cette signalisation peut lentement remodeler le fonctionnement du corps. Lorsque la graisse viscérale devient excessive, les messages chimiques qu'elle libère peuvent pousser le corps vers une inflammation chronique. Ils peuvent interférer avec les réponses normales à l'insuline. Ils peuvent augmenter la charge de travail imposée au foie et au système cardiovasculaire. C'est pourquoi les chercheurs associent souvent des niveaux élevés de graisse viscérale à des conditions telles que le diabète de type 2, les maladies cardiaques, le syndrome métabolique et d'autres problèmes de santé à long terme. Mais il y a un autre détail qui rend cela encore plus inquiétant. On ne peut pas toujours juger de la graisse viscérale par l'apparence seule. Certaines personnes qui portent des niveaux dangereux de cette graisse n'ont pas l'air d'être en surpoids du tout. Elles peuvent avoir une silhouette relativement mince. Elles peuvent faire de l'exercice régulièrement. Certaines ont même des muscles abdominaux visibles. Et pourtant, à l'intérieur de la cavité abdominale, la graisse peut toujours s'accumuler autour des organes vitaux. Ce phénomène est parfois décrit comme étant mince à l'extérieur, mais métaboliquement malsain à l'intérieur. Dans le langage courant, beaucoup de gens appellent cela le skinny fat. Des études ont montré que les individus de cette catégorie peuvent présenter des risques pour la santé étonnamment similaires à ceux observés chez les personnes souffrant d'obésité. Ce qui mène à une prise de conscience importante. Le chiffre sur la balance ne raconte pas toujours toute l'histoire. Ce qui compte souvent davantage, c'est l'endroit où la graisse est stockée et la manière dont cette graisse se comporte une fois qu'elle est à l'intérieur du corps. Et la graisse viscérale, en raison de son emplacement et de son activité biologique, joue un rôle bien plus puissant que ce que la plupart des gens réalisent. La question suivante devient donc naturellement celle-ci. Si la graisse viscérale est si active et si étroitement liée à notre santé, pourquoi le corps la protège-t-il si soigneusement? Pourquoi ne pas la brûler en premier? La réponse se trouve au plus profond de notre histoire évolutive. Pendant la majeure partie de l'existence humaine, la nourriture n'a jamais été garantie. Il y avait des saisons d'abondance, mais aussi de longues périodes de pénurie. Nos ancêtres ont souvent été confrontés à des jours, parfois des semaines, où trouver suffisamment de nourriture était incertain. Survival dépendait de la capacité du corps à stocker de l'énergie et à la libérer au bon moment. Au fil de milliers de générations, le corps humain a développé des stratégies pour faire face à cette réalité. L'énergie devait être stockée dans un endroit fiable. Et plus important encore,
elle devait être stockée là où elle pourrait fournir du carburant rapidement aux organes qui en avaient le plus besoin. La graisse stockée profondément à l'intérieur de l'abdomen s'est avérée parfaite pour ce rôle. Parce qu'elle se trouve à proximité du foie et d'autres organes vitaux, elle a un accès direct à la circulation sanguine. Lorsque le corps a réellement besoin d'une énergie d'urgence, cette graisse peut être mobilisée rapidement. En d'autres termes, la graisse viscérale est devenue une sorte de réserve de survie. Et comme toute réserve destinée aux urgences, elle est protégée. Le corps a construit plusieurs verrous biologiques autour d'elle. Les signaux hormonaux, les voies métaboliques et les systèmes de rétroaction travaillent tous ensemble pour empêcher que cette réserve ne soit utilisée trop facilement. D'un point de vue évolutif, cette protection était tout à fait logique. Si le corps brûlait ses réserves d'énergie les plus profondes trop tôt, la survie pendant les longues périodes sans nourriture deviendrait beaucoup plus difficile. Le corps a donc appris à débloquer cette réserve uniquement sous certaines conditions. Des conditions qui, historiquement, signalaient une véritable pénurie. Mais c'est là que la vie moderne change tout. Aujourd'hui, la nourriture est presque toujours disponible. Beaucoup de gens mangent peu après le réveil, puis continuent de manger plusieurs fois tout au long de la journée. Du point de vue du corps, le signal de pénurie n'arrive presque jamais. Et si ce signal n'apparaît jamais, la réserve protégée reste exactement là où elle est, stockée, gardée, en attente d'une situation qui, dans la vie moderne, se présente rarement. Et c'est là que le matin devient plus important que ce que la plupart des gens réalisent. Car peu de temps après votre réveil, votre corps entre dans un état biologique très spécifique. Les scientifiques l'appellent la réponse de l'éveil du cortisol. Dans les 30 premières minutes après avoir ouvert les yeux, les niveaux de cortisol augmentent naturellement. Ce n'est pas le type de cortisol associé au stress chronique. C'est un signal intégré de votre rythme circadien, conçu pour vous aider à vous réveiller et à mobiliser l'énergie pour la journée à venir. Considérez cela comme le corps qui allume les lumières de son système énergétique. Le cortisol envoie un message dans tout le corps disant qu'il est temps de bouger. Temps de devenir actif. Temps de rendre le carburant disponible. L'une des façons dont il fait cela est en activant une enzyme appelée lipase, sensible aux hormones. Cette enzyme a un travail très spécifique. Elle déverrouille la graisse stockée. À l'intérieur des cellules adipeuses, l'énergie est stockée sous forme de triglycérides. La lipase sensible aux hormones commence à décomposer ces molécules, libérant des acides gras dans la circulation sanguine afin qu'ils puissent être utilisés comme carburant. En termes simples, la porte des réserves d'énergie du corps commence à s'ouvrir. Les muscles peuvent commencer à utiliser de la graisse. Le foie peut traiter les acides gras. Le corps commence à puiser dans l'énergie stockée au lieu d'attendre l'arrivée de nouvelles calories. Mais ce système a une condition importante. Il fonctionne mieux lorsque les niveaux d'insuline restent bas. L'insuline est l'hormone qui augmente lorsque de la nourriture pénètre dans la circulation sanguine, en particulier les aliments riches en glucides. Son rôle est d'aider le corps à stocker et à traiter l'énergie entrante. Lorsque l'insuline augmente, le corps change de priorité. Au lieu de libérer le carburant stocké, il se concentre sur la gestion de l'énergie qui vient d'arriver. Et ce changement se produit très rapidement. Si le petit déjeuner pénètre dans le système immédiatement après le réveil, l'insuline commence à monter. Le signal de libération de la graisse stockée s'affaiblit. La lipase sensible aux hormones devient moins active. La porte qui venait de commencer à s'ouvrir commence à se refermer. Ainsi, dans les premières minutes du matin, quelque chose de subtil mais de puissant se produit à l'intérieur du corps.
Un signal naturel prépare votre métabolisme à accéder à l'énergie stockée. Et le moment de votre premier repas peut déterminer si ce signal continue ou disparaît avant même d'avoir eu la chance de faire son travail. Imaginez maintenant quelque chose de différent. Vous vous réveillez. Votre corps a déjà commencé à libérer des signaux qui le préparent à utiliser l'énergie stockée. Mais au lieu de manger immédiatement, vous attendez. Rien de dramatique ne se produit au début. Vous permettez simplement au processus qui a déjà commencé de se poursuivre. Pendant ce temps, le corps commence à passer à un état métabolique légèrement différent. Vos cellules deviennent progressivement plus sensibles à l'insuline. Cela signifie qu'elles sont plus prêtes à absorber de l'énergie lorsqu'elle devient disponible. Mais parce qu'aucun nouveau glucose n'entre encore dans le système, le corps doit chercher du carburant ailleurs. Et c'est alors que l'énergie stockée commence à jouer un rôle plus important. Les cellules adipeuses commencent à libérer des acides gras dans la circulation sanguine. Ces molécules deviennent une source d'énergie alternative pour les muscles, les organes et les autres tissus. En même temps, certaines hormones commencent à s'ajuster, de manière à soutenir cette transition. L'une d'entre elles est une hormone appelée adiponectine. L'adiponectine aide à améliorer la capacité du corps à décomposer les graisses et à les utiliser comme carburant. Elle joue également un rôle dans la réduction de l'inflammation et soutient la manière dont le foie traite les graisses. À mesure que cette hormone devient plus active, l'environnement métabolique à l'intérieur du corps devient plus favorable à l'utilisation de l'énergie stockée plutôt que de dépendre entièrement des calories entrantes. Pendant ce temps, un autre signal monte lentement. Environ 90 minutes à 2 heures après le réveil, les niveaux d'une hormone appelée gréline commencent à augmenter. La plupart des gens connaissent la gréline comme l'hormone qui donne faim. Mais la faim n'est qu'une partie de l'histoire. La gréline est également liée à l'effort du corps pour mobiliser l'énergie. Elle encourage la libération du carburant qui est déjà stocké à l'intérieur du corps. Ainsi, alors même que la faim commence à apparaître, un autre processus se déroule discrètement sous la surface. Les réserves des énergies y sont sollicitées. Si un mouvement léger est ajouté pendant cette période, comme la marche, les étirements ou un exercice doux, quelque chose d'autre commence à se produire à l'intérieur des cellules. Les minuscules usines d'énergie, appelées mitochondries, deviennent plus actives dans la combustion des acides gras. Les enzymes impliquées dans le métabolisme des graisses peuvent augmenter leur activité, aidant le corps à devenir plus efficace dans l'utilisation des graisses comme source de carburant. Au fil du temps, ce schéma répété enseigne quelque chose d'important au corps. Il devient plus apte à basculer entre différents systèmes de carburant. Au lieu de compter uniquement sur le sucre provenant de la nourriture, le corps devient plus flexible. Il apprend à puiser dans les graisses stockées lorsque nécessaire et à revenir au glucose quand la nourriture est disponible. Cette capacité est souvent décrite comme la flexibilité métabolique. Et à mesure que la fenêtre de jeûne se prolonge un peu plus, le foie peut commencer à produire de petites quantités de cétone à partir d'acides gras. Ces molécules peuvent servir d'autres formes de carburant pour le cerveau et les muscles, fournissant une source d'énergie stable même quand la nourriture n'est pas encore arrivée. Aucun de ces éléments ne nécessite un jeûne extrême. Il s'agit simplement de la progression naturelle des signaux métaboliques que le corps sait déjà exécuter, tant que le matin est autorisé à se dérouler sans interruption. Pendant longtemps, le conseil semblait simple. Mangez votre petit déjeuner tôt. Relancez votre métabolisme. Alimentez votre corps dès que la journée commence. Pendant des décennies, cette idée a façonné la manière dont beaucoup de gens abordaient leur matinée. Mais ces dernières années, les chercheurs ont commencé à examiner de plus près quelque chose de différent. Pas seulement la quantité que les gens mangent, mais quand ils mangent.
Ce domaine de recherche est souvent appelé l'alimentation limitée dans le temps. Au lieu de se concentrer uniquement sur les calories, les scientifiques ont commencé à étudier comment le moment des repas influence le métabolisme. Dans plusieurs études, les participants ont été divisés en groupes qui consommaient des quantités similaires de calories et suivaient des niveaux d'activité similaires. La différence clé était le moment de leur premier repas. Un groupe mangeait peu après le réveil. L'autre retardait son premier repas et prolongeait naturellement la période de jeûne nocturne jusqu'au matin. Au fil du temps, les chercheurs ont commencé à remarquer des schémas intéressants. La quantité totale de poids perdu entre les groupes était souvent étonnamment similaire. Mais le type de graisse réduit n'était pas toujours le même. Dans de nombreux cas, le groupe qui prolongeait sa fenêtre de jeûne matinale montrait des réductions plus importantes de la graisse viscérale. Dans le même temps, des améliorations étaient observées dans les marqueurs liés à la santé métabolique. La sensibilité à l'insuline avait tendance à s'améliorer. Les marqueurs d'inflammation diminuaient souvent. La capacité du corps à réguler la glycémie semblait devenir plus stable. Un autre domaine exploré par les chercheurs concernait le moment de l'exercice. Certaines études comparaient les personnes qui faisaient de l'exercice après avoir déjeuné avec celles qui s'exerçaient avant leur premier repas. Là encore, la différence n'était pas toujours spectaculaire en termes de perte de poids totale. Mais quand les scientifiques regardaient de plus près la façon dont le corps utilisait l'énergie, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Les personnes qui faisaient de l'exercice à jeun montraient souvent une plus grande dépendance à la graisse comme source de carburant. En d'autres termes, le corps semblait plus disposé à puiser de l'énergie dans les graisses stockées pendant l'activité. Aucune de ces découvertes ne suggère que le petit déjeuner est intrinsèquement mauvais. Mais elles mettent en lumière quelque chose d'important. Le métabolisme n'est pas influencé uniquement par la quantité de nourriture qui entre dans le corps. Le timing joue également un rôle. Et quand les habitudes alimentaires s'alignent sur certains signaux biologiques, le corps peut répondre d'une manière qui affecte l'endroit où l'énergie est stockée et comment elle est utilisée. Alors, à quoi cela ressemble-t-il réellement dans la vie réelle? Toute la biologie dont nous avons parlé peut sembler complexe. Hormones qui montent et descendent. Enzymes qui s'activent. Métabolisme basculant entre les systèmes de carburant. Mais les habitudes qui soutiennent ces processus sont étonnamment simples. Elles commencent au moment où vous vous réveillez. Au lieu de vous précipiter immédiatement sur la nourriture, la première étape est beaucoup plus basique. L'hydratation. Après plusieurs heures de sommeil, le corps est naturellement déshydraté. Boire de l'eau à peu après le réveil aide à restaurer l'équilibre hydrique et signale au corps que la journée a commencé. Cela soutient également la circulation et aide les systèmes du corps à se remettre en mouvement. Une fois que vous êtes hydraté, un mouvement doux peut faire une différence. Cela n'a pas besoin d'être un entraînement intense. Une courte marche à l'extérieur, quelques étirements, du yoga léger ou des exercices de mobilité décontractée suffisent souvent. Le mouvement pendant cette période encourage le corps à continuer d'utiliser l'énergie stockée comme carburant. Il maintient les signaux métaboliques qui ont commencé pendant la fenêtre matinale dans la même direction. Après cela, l'élément clé est simplement le temps. Laisser passer une courte période avant de manger donne au corps l'espace nécessaire pour achever la transition qui a commencé quand le cortisol a monté pour la première fois après le réveil. Pour beaucoup de gens, attendre environ 90 minutes est suffisant pour soutenir ce processus. Certains peuvent naturellement prolonger cette fenêtre un peu plus longtemps, selon leur routine et leur niveau de confort. Pendant ce temps, les boissons sans calories comme le café noir ou le thé non sucré peuvent généralement s'intégrer dans la routine sans perturber significativement l'état métabolique.
Quand le premier repas arrive enfin, sa composition compte. Les repas construits autour de protéines, de graisses saines et d'aliments riches en fibres ont tendance à favoriser une glycémie stable et une énergie durable. Ces nutriments se digèrent plus progressivement et aident à éviter les pics et chutes rapides de glucose. Mais il est important de se rappeler que cette approche n'est pas universelle. Certains groupes devraient aborder le jeûne avec prudence ou l'éviter complètement. Les personnes enceintes ou allaitantes ont des besoins énergétiques très différents. Les individus souffrant de troubles de la glycémie, ayant des antécédents de troubles alimentaires ou ceux prenant des médicaments nécessitant de la nourriture devraient consulter un professionnel de santé avant d'expérimenter le jeûne. Et c'est un point important. Ceci n'est pas censé être une règle rigide ou une solution miracle. C'est simplement une manière d'aligner les habitudes quotidiennes avec les rythmes que le corps comprend déjà. Le but n'est pas de forcer le corps vers quelque chose d'artificiel. C'est de créer les conditions qui permettent à ces systèmes existants de fonctionner de la manière dont ils ont été conçus.